Hello and welcome back to the Brussels Signal studio. My name is Justin Stairs and we're happy to have Nicolas Bay here today. And this is going to be a novel interview in that I am going to do it in French. Therefore, we're going to put some good subtitles at the bottom of this video. Please turn them on and I'll switch languages. Here we go right now. Bonjour et bienvenue au studio de Brussels Signal, ici à Bruxelles. Moi, je m'appelle Justin Stairs et nous sommes contents d'avoir Nicolas Bay. Bienvenue encore une fois au studio, Merci. monsieur. Monsieur Bay, il est membre du Parti français Reconquête. Il est effectivement le seul membre au Parlement du Parti Reconquête aujourd'hui. Et il est membre du groupe au sein du Parlement qui s'appelle ECR, c'est le groupe des conservateurs. Et si je comprends bien, vous êtes aussi le seul Français dans ce groupe-là. C'est bien le cas? C'est bien ça, et je suis même le premier Français à siéger dans ce groupe. Non seulement le seul, mais le premier. D'accord. Alors, nous allons parler, s'il vous plaît, de politique française et aussi de politique européenne. Mais avant d'entamer la discussion, je voulais vous poser une question un peu personnelle. Pourquoi êtes-vous homme politique? Pourquoi êtes-vous devenu homme politique? D'abord, moi, je me définis avant d'être un responsable politique. Je suis en effet dirigeant de Reconquête aujourd'hui aux côtés d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. J'ai été dans le passé un des dirigeants du Rassemblement national que j'ai quitté il y a 2 ans. Je suis parlementaire depuis 10 ans, élu, j'ai eu différents mandats d'élu municipal et régional depuis un peu plus de 20 ans, mais je me définis plus comme un militant politique que comme un politicien. Parce que je me considère, quelles que soient mes fonctions, mes missions et mes mandats, d'abord comme un militant engagé pour mon pays et pour mon peuple. Et c'est la constance de mon engagement. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, très jeune, à m'intéresser à la politique et à m'engager dans les rangs de la droite nationale en France, une droite patriotique avec des convictions. Et j'ai essayé de tenir le cap de ces idées et des valeurs auxquelles je crois. Et je considère que les organisations partisanes ont évidemment leur importance et on doit avoir une solidarité avec ses camarades de combat, mais on doit d'abord avoir la fidélité à ses idées et aux valeurs auxquelles on croit, parce que si on a uniquement une fidélité à un parti politique, souvent, c'est au détriment des idées et des valeurs. Donc, effectivement, c'est très jeune. Qu'est-ce que vous avez fait à cet âge-là, à l'âge de 14-15 ans, vous avez dit? Oui, je me souviens, c'était la campagne de 1992. C'était un sujet très européen, puisque c'était la campagne pour le traité de Maastricht. Et je m'étais intéressé à la campagne avec, évidemment, les yeux d'un adolescent qui comprenait pas forcément tous les enjeux et tous l'importance de ce scrutin. Mais je discernais que c'était un enjeu important parce que finalement, il y avait d'un côté le choix d'une intégration européenne toujours plus grande, au détriment quand même des souverainetés nationales et des identités nationales. Et j'entendais des voix, des personnalités comme Philippe de Villiers ou comme Jean-Marie Le Pen. Et à cette époque-là, j'étais plutôt séduit par la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Je pense que quand on est un garçon de 14 ans, on est impressionné par l'homme politique qu'il était. Je voyais que certains proposaient une autre voie, qui était une Europe qui s'appuie sur notre identité multimillénaire, sur notre identité et la variation des cultures qui, au sein de l'Europe, constitue notre identité civilisationnelle. Et ça me semblait beaucoup plus solide, beaucoup plus profond que le projet fédéraliste qui avait déjà tous les accents de la bureaucratie. Et donc, avec les dérives qui vont avec. Quand vous me parlez du traité de Maastricht, je pense à l'euro en particulier. Sinon, vous étiez donc à l'époque contre l'euro, aujourd'hui contre ou pour l'euro? L'euro est arrivé une dizaine d'années après, en réalité. Mais c'était prévu. Oui. En effet, dans le traité de Maastricht, moi, à l'époque, j'étais ni pour ni contre l'euro. Je voyais l'euro comme une étape vers le fédéralisme. Oui. Et aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, le débat de la campagne des européennes en France et même ailleurs qu'en France, c'est est-ce qu'il faut, par exemple, sortir du modèle des décisions à l'unanimité au Conseil, c'est-à-dire la fin du droit de veto des États membres. Et on voit bien que tout ça, ce sont des étapes vers une espèce d'État centralisé bruxellois. Aujourd'hui, moi,
L'euro, je me dis simplement qu'on on a raté une opportunité, c'est d'avoir une monnaie qui est vraiment capable de peser sur la scène internationale, de concurrencer le dollar. Finalement, on a fait l'intégration monétaire, mais sans utiliser la monnaie comme un outil au service de notre économie. Et je pense que le défi aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on reste ou pas dans l'euro. Je pense qu'on est dans l'euro, on y reste. C'est comment on fait ce que savent faire très bien les Américains, c'est-à-dire utiliser leur monnaie au service de leur économie, pas simplement lutter contre l'inflation, mais lutter contre le chômage. Ça nécessite sans doute aussi que la BCE soit pas totalement indépendante et que les politiques soient capables d'impulser les politiques monétaires. La Banque centrale. Oui, c'est intéressant. On est dans l'euro et on y reste. Est-ce qu'il est possible de sortir de l'euro Ça me semblerait aujourd'hui, techniquement, ce serait sans doute possible, mais très compliqué. Et ça créerait sans doute de troubles majeurs avec sans doute les marchés qui mettraient en difficulté nos États au moment critique de la sortie de la monnaie commune. Donc moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'est d'ailleurs un peu le même débat sur l'Union européenne, moi je ne crois pas du tout qu'il faille sortir de l'Union européenne, je pense qu'il faut la réorienter, à la fois dans son fonctionnement et dans ses choix politiques. Et c'est tout le défi des élections européennes du 9 juin. Ça, c'est intéressant parce que les hommes et femmes politiques de droite que j'ai eus, où vous êtes assis, ils me disent tous à peu près la même chose. On ne veut pas sortir, mais on veut réorienter, changer l'Europe de dedans, si vous voulez. C'est bien ça. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis, et comme je pense l'immense majorité des Français, et comme tous les gens de ma génération, très attaché à l'idée européenne. On a une histoire commune, on a une civilisation commune, on a des défis communs à relever. Évidemment, il serait totalement illusoire de penser que sur la scène mondiale aujourd'hui, on pourrait ne pas avoir des coopérations européennes fortes. Nous représentons 500 millions d'habitants. Donc, dans le monde multipolaire tel qu'il existe aujourd'hui, on est obligé d'agir de manière collective. Mais on voit bien aussi que l'intégration européenne telle qu'elle s'est faite a plutôt abouti à notre impuissance. On nous a dit finalement l'Union européenne, qui s'est, au gré des traités successifs, construite en allant toujours plus loin dans l'intégration, c'était le moyen de retrouver à l'échelle continentale la puissance qu'on ne pouvait plus avoir à l'échelle nationale. Oui. Or, le modèle qu'ils ont construit avec la bureaucratie, la Commission européenne qui a des pouvoirs considérables alors qu'elle est l'institution qui est la moins légitime sur le plan démocratique, aboutit plutôt à notre impuissance. Les grandes nations d'Europe, je pense aux plus peuplées et à celles qui sont ouvertes sur le monde par leur façade maritime, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France, ont davantage rayonné à travers le monde pendant des siècles quand elles n'étaient pas dans ce carcan qui est devenu l'Union européenne que depuis qu'elles y sont. Bon. Donc ça, c'est le constat. La solution, c'est donc retrouver le chemin de la puissance en ayant des coopérations qui ne soient pas toutes à 27. Parce qu'on voit bien que les coopérations à 27, ça aboutit à toujours aller... D'abord, ça prend du temps, on manque d'agilité, on est dans un monde qui est structuré par des crises. Crise financière en 2008, crise migratoire en 2015, crise sanitaire il y a quelques années. Et donc, si on veut être réactif en cas de crise, il faut être capable de prendre des mesures efficaces. Donc, pas au plus petit dénominateur commun à 27, et rapide, et donc pas non plus à attendre que tout le monde soit d'accord autour de la table du Conseil. D'accord. Et donc il vaut mieux privilégier, le droit d'avancer des coopérations, certaines à 8, à 12, à 14, en fonction de nos intérêts. Et c'est d'ailleurs ce qui a déjà été fait. Schengen, tous les pays de l'Union européenne n'y sont pas. L'euro, de la même manière, exactement. Donc en fait, c'est sans doute la voie la plus efficace pour des choix politiques. Et puis après, il faut évidemment qu'on fasse le choix de la puissance européenne. Protéger nos frontières, protéger nos libertés, protéger notre marché. Alors que là, on s'inflige des normes, des taxes, des contraintes en permanence. On est l'espace économique le plus normé, le plus contraint au monde. Et en même temps, on s'ouvre. On n'est pas un espace protégé parce qu'on est dans le schéma du mondialisme et du libre-échange mondial, qui est un peu le vieux schéma des années 90, 2000, des accords du GATT, de l'OMC,
ce modèle-là, de moins en moins d'ensemble économique et de puissance économique sur la planète ne le défendent. Ils préfèrent protéger leur économie. Oui, oui. Et nous, on a un train de retard, en quelque sorte. D'accord, ok. J'aimerais bien changer un peu de sujet. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. En tant qu'anglais, je regarde un peu la politique française de dehors, d'ici, de Bruxelles, mais voilà, vous êtes là-dedans. La différence entre Rassemblement national et Reconquête. Alors, si on résume... moi, je ne souhaite pas porter des critiques malveillantes, agressives à l'égard du Rassemblement national. J'en ai été membre pendant des années, j'en ai été un des dirigeants, j'étais secrétaire général et vice-président de ce mouvement. J'y ai beaucoup d'amis, de camarades, j'en garde d'ailleurs, mais simplement, par la volonté de Marine Le Pen, il y a eu un certain nombre de dérives aussi, de renoncement, plus que de dérives peut-être, à défendre les idées et les valeurs de droite. Moi, je me considère comme de droite. Je pense qu'il y a une différence droite-gauche qui continue de structurer non seulement la vie politique, mais en réalité la société. Mais RN n'est pas de droite? Non, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils disent nous sommes ni de droite ni de gauche. Ils se définissent d'ailleurs davantage par ce qu'ils ne sont pas que par ce qu'ils sont. On ne sait pas bien ce qu'ils sont. Ils sont ni de droite ni de gauche. Moi, je crois qu'il y a une différence entre l'homme de droite et l'homme de gauche. L'homme de droite considère qu'il a des devoirs avant d'avoir des droits. Ce n'est pas le cas de l'homme de gauche. L'homme de gauche considère du passé faisant table rase, que c'est par la rupture avec l'histoire, l'identité et le passé, et donc par le rejet de la transmission qu'on atteint le progrès. Oui. L'homme de droite considère exactement le contraire, que c'est en s'appuyant sur des valeurs, sur une identité, et par la transmission qu'on... Il a dit la même chose. Et donc c'est, je pense, un point très important, parce que finalement, la différence entre Reconquête et le Rassemblement national, elle est d'abord là. Nous sommes de droite, de manière assumée. Ils ont renoncé à être de droite. Et ensuite, ça se décline, je vais être très rapide, sur l'identité. Par exemple, nous considérons que le grand remplacement, c'est ce qui a structuré en quelque sorte la démarche d'Éric Zemmour à la présidentielle. C'est l'effet conjugué d'une immigration massive que la France et quelques autres pays européens subissent depuis des décennies, de l'islam politique, qui par nature est politique, et donc qui pose le problème d'une religion qui n'est pas qu'une spiritualité, et qui, par sa dimension politique, par ses règles d'organisation de la société, la charia, qui est une sorte de code civil et de code pénal, n'est pas compatible avec la République et n'est pas compatible avec la France et qui n'est pas compatible avec notre civilisation européenne. Donc nous, le Rassemblement national dit on lutte contre l'immigration parce qu'elle a des conséquences économiques et sociales ou sécuritaires, ce qui est tout à fait vrai au demeurant. Mais nous avons une vision de l'identité plus large. Nous considérons que nous devons préserver ce que nous sommes. Et la menace, ce n'est pas seulement l'immigration, c'est aussi l'islam. Et c'est aussi, pour être tout à fait complet, le phénomène de dénatalité qui nous fragilise pour la préservation de notre identité. Deuxième point, sur l'économie, le Rassemblement national assume une ligne, certains diront socialiste, moi je dirais, pour être modéré, étatiste. Défense... L'intervention de l'État dans l'économie. Voilà, très interventionniste. Défendant l'assistanat, nous sommes pour la valeur travail, contre l'assistanat. Nous voulons baisser les impôts, et baisser les impôts, ça c'est aussi d'assumer, de baisser la dépense publique, donc, et donc de ne pas avoir un État nounou qui en permanence déresponsabilise ses concitoyens. Et troisième point, c'est troisième grand sujet de désaccord. Le Rassemblement national a renoncé à mener le combat conservateur. Ils sont progressistes, ils sont pour la constitutionnalisation de l'IVG, ils sont pour le mariage homosexuel, pour l'adoption par les couples homosexuels, ils sont favorables à la PMA, c'est-à-dire à la possibilité de procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Voilà, c'est des désaccords importants parce que nous sommes attachés à la liberté de chacun, bien sûr, mais nous considérons que la société doit promouvoir le modèle familial qui permet à la fois de protéger, de se projeter et donc de développer la natalité de notre pays, mais surtout, nous considérons que les droits fondamentaux de l'enfant ont toujours une valeur supérieure aux revendications ou aux caprices des adultes. Et qu'est-ce que ça implique en ce qui concerne l'avortement ? Nous considérons que la législation actuelle en France permet l'accès à l'avortement. Nous ne remettons pas en cause cette possibilité d'y avoir recours. Nous disons simplement que l'esprit de la loi Veil de 1975, et le texte, pas seulement l'esprit, c'était la protection de la vie est la règle et l'exception
c'est la possibilité de recourir à l'avortement dans certaines conditions, dans certains cas particuliers de détresse matérielle ou psychologique. En constitutionnalisant l'IVG il y a quelques semaines, la France est le seul pays du monde à constitutionnaliser l'IVG. On a totalement inversé les valeurs et on fait de l'IVG quelque chose de positif, en quelque sorte, en le valorisant dans la Constitution. C'est évidemment une aberration, parce que même si on veut laisser dans la loi la possibilité d'y recourir, il faut quand même dire la vérité. L'IVG est toujours un drame, c'est toujours une tragédie. Et je pense que les hommes et les femmes de droite, eh bien, ils doivent assumer de dire la vérité sur ce drame qu'est l'avortement. Et d'ailleurs, si on va au bout de la réflexion, la législation, la légalisation de l'IVG, en réalité, a été finalement aussi un échec, puisque au bout de 50 ans, il y a toujours 200 000 IVG par an en France. Oui, IVG, vous voulez l'avortement. L'avortement. Oui, d'accord. Donc, si vous étiez au pouvoir, cette loi-ci changerait ou pas? Non, encore une fois, nous ne remettons pas en cause la possibilité de recourir à l'IVG. En revanche, nous sommes totalement opposés à son inscription dans la Constitution. Ok, voilà. D'accord, ok. Alors, avant de parler d'autres thèmes comme la migration, je voulais juste parler 2 minutes du Parlement européen et les groupes. Et je sais que ces groupes-ci ne sont pas connus en dehors du circuit de l'Union européenne, mais c'est quand même important pour les parlementaires comme vous. Donc, vous siégez au sein du groupe des conservateurs, RN, dans l'autre groupe de droite, Identity and Democracy, identité et démocratie, j'imagine en français. Et donc, quelle est la différence entre les deux groupes, s'il vous plaît? À peu près la même différence qu'il y a d'ailleurs entre Reconquête et le Rassemblement national. Finalement, le groupe ID est un groupe qui est très isolé au Parlement européen, qui est dominé principalement par les Allemands de l'AfD et les Français du Rassemblement national. C'est un groupe populiste, on peut le dire. Je crois qu'eux-mêmes se définissent pratiquement comme cela. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, c'est un groupe de partis qui sont au pouvoir. Les Italiens de Fratelli d'Italia, les Polonais du Parti droit et justice qui étaient au pouvoir il y a quelques mois, les Tchèques, les Finlandais, les Suédois qui sont dans des coalitions gouvernementales. Donc c'est un groupe qui représente des forces patriotiques et conservatrices qui exercent des responsabilités. Et notre objectif, c'est évidemment de créer les conditions d'une recomposition au Parlement européen. Pour que les choses soient claires, aujourd'hui, il n'y a pas de manière formelle une majorité et une opposition au sein du Parlement européen, mais il y a un bloc majoritaire. Le bloc majoritaire, il est constitué de manière ininterrompue, d'ailleurs depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, de 3 groupes. Le PPE, c'est-à-dire le centre-droit. Voilà, le centre-droit ou la fausse droite, je dirais, dont font partie les Républicains, les socialistes et le groupe des centristes et libéraux, c'est-à-dire les macronistes. Nous pensons que demain, parce que les partis patriotes ont le vent en poupe, parce que nos alliés patriotes et conservateurs connaissent une lame de fond à l'échelle continentale, nous avons déjà dans notre groupe 18 nationalités différentes, nous pouvons en avoir 22 ou 23 le 9 juin prochain, et est un groupe de plus de 100 députés qui deviendrait le 3e groupe du Parlement, nous pouvons déplacer le centre de gravité du Parlement européen, créer les conditions d'une recomposition. Et contraindre le PP... Avec le groupe ID ou sans? Oui, ou en tout cas, on peut, projet par projet, on peut voter ensemble. On ne sera pas forcément d'accord sur tout. Oui. Mais on peut forcer en quelque sorte le PPE à honorer enfin les engagements qu'il prend devant les électeurs en votant avec la droite au lieu de voter avec la gauche et les macronistes. Parce que je vais vous citer, l'enjeu de ces élections européennes, ce n'est pas de savoir qui peut battre Macron en France, mais qui peut le battre au Parlement européen. C'est exactement l'enjeu. Oui. C'est là aussi une différence. Le Rassemblement national nous dit il faut que le Rassemblement national arrive en tête le 9 juin pour battre Macron. Mais ça n'a aucune efficacité et aucune utilité. En 2014 et en 2019, le Rassemblement national est arrivé en tête devant toutes les autres forces politiques. Ça n'a eu aucun poids et aucune influence au Parlement européen. Et ça n'a eu aucune utilité en politique nationale, puisque Macron a été élu en 2017 et réélu en 2022. Et par conséquent, le vrai enjeu du 9 juin, c'est d'avoir des députés qui seront capables d'initier cette recomposition politique en étant dans le groupe qui sera le pivot de cette recomposition, c'est-à-dire le groupe ECR. Moi, le Rassemblement national, ils auront 25 ou 30 députés peut-être.
mais ils seront dans un groupe totalement marginalisé, totalement isolé. Moi, je dis pas ça. Allemands, je dis pas ça comme une critique. Je regrette presque qu'il y ait de l'ostracisme à l'égard de telle ou telle de formation politique, mais c'est un constat. Le constat, c'est qu'ils sont avec des Allemands de l'AfD dans une position de marginalité. Ils n'ont pas une ligne politique de droite. Ils sont pas considérés comme des interlocuteurs crédibles. Leur projet économique n'apparaît pas comme raisonnable. Et donc, pour plein de raisons cumulées, eh bien, beaucoup de forces politiques conservatrices et patriotes ne souhaitent pas travailler avec eux. Et le résultat, eh bien, c'est qu'ils sont isolés. Donc il vaut mieux avoir, les sondages d'aujourd'hui nous mettent 7%, 8%. Nous pouvons avoir 7 ou 8 députés de Reconquête. Avec Marion Maréchal, nous aurons des élus de qualité qui connaissent les dossiers, qui ont une expérience parlementaire, comme c'est le cas de Guillaume Pelletier ou de moi-même. Voilà. Et nous serons surtout dans un groupe qui va vraiment peser dans l'échiquier européen. Et il faut quand même bien comprendre que l'enjeu des européennes, il est là. Quand on a une bonne partie des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, et c'est vrai dans tous nos parlements nationaux, qui sont en réalité des transpositions du droit européen et l'application des décisions qui sont prises à Strasbourg et à Bruxelles, eh bien, il faut évidemment avoir en amont des députés qui défendent nos intérêts, qui pèsent dans les décisions qui sont prises justement à Strasbourg et à Bruxelles, parce qu'elles ont ensuite il y a plus des de conséquences à Bruxelles qu'à Paris, peut-être. Oui, aujourd'hui, c'est la réalité. On peut d'ailleurs le déplorer, mais c'est vrai. D'accord. Donc, vous n'avez pas de 7-8%. Il faut avoir 5% pour être représenté. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, minimum 5%. Sinon, vous n'avez personne. Ah oui, les partis qui font moins de 5% n'ont pas d'élus. OK. Donc, parlons 5 minutes de migration. Vous avez utilisé les mots, the Great Replacement Theory en anglais, c'est la théorie du remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Ces mots même sont très sensibles. Vous savez... aidez-moi à comprendre, mais très précisément, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire. Parce que j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu un socialiste un espagnol ici dans le studio cette semaine. Et si je comprends bien, c'est la différence entre ceux qui soutiennent cette théorie et ceux qui y sont contraires, c'est que vous croyez que la migration que les pouvoirs européens, ils invitent exprès les migrants, ils veulent qu'ils viennent pour remplacer, c'est ça ou... Alors, il y a deux choses. Il y a le constat, d'abord les chiffres, je vais y revenir dans quelques instants, mais oui, il y a une volonté politique, bien sûr. Et qui est assumé. Vous savez, quand le commissaire Avramopoulos, dans la précédente mandature, expliquait et théorisait, et il y en a d'autres qui le font tous les jours ici à Bruxelles, disent nous sommes un continent vieillissant, nous avons besoin de l'immigration. Donc nous ne voulons pas protéger nos frontières. Nous voulons une immigration légale plutôt qu'une immigration clandestine, mais nous voulons l'immigration. Oui. Et nous voulons de l'immigration parce que nous ne voulons pas mener la grande politique d'incitation à la natalité avec des aides sociales, des aides fiscales. Okay. Et donc il y a une volonté. Et puis il faut le dire, soyons complets, il y a toujours eu, y compris dans certains milieux économiques, l'idée qu'on pouvait, avec l'immigration, faire venir une main-d'œuvre moins coûteuse. Donc il y a des forces politiques de gauche, idéologiques, qui veulent de l'immigration. Il y a parfois des relais dans les milieux économiques parce qu'ils ne voient pas les conséquences économiques, sociales ou sécuritaires. Ils voient simplement les bénéfices économiques immédiats de cette immigration. Mais le résultat, c'est qu'il y a une volonté d'inciter à l'immigration. Et ensuite, vous prenez un pays comme la France. Nous avons 70 millions d'habitants. Depuis une législation très laxiste qui est celle du regroupement familial à la fin des années 70, la France connaît entre 200 000 entrées légales par an et aujourd'hui environ 500 000 entrées légales par an, puisqu'on a 300 000 titres de séjour, 135 000 demandeurs d'asile, auxquels s'ajoutent des mineurs isolés, qui ne sont pas toujours mineurs et qui ne sont pas toujours isolés, l'immigration clandestine, qui est difficilement quantifiable, mais qui est importante. Donc environ 500 000 entrées. Quand vous avez dans un pays de 70 millions d'habitants, 500 000 entrées par an, qui viennent principalement du continent africain, c'est-à-dire d'Afrique subsaharienne et des pays du Maghreb, eh bien, 70 millions d'habitants, 500 000 habitants, en quelques décennies, si vous continuez à ce rythme-là, vous êtes remplacé. C'est-à-dire, vous êtes remplacé au sens où il y a une substitution de population. La population, le peuple historique français, est remplacé par des peuples qui viennent d'autres pays, d'autres continents, d'autres civilisations, et qui n'ont pas notre socle culturel ni religieux. Et c'est important. La France
et n'est pas, contrairement à ce qui est souvent dit, la France et les pays d'Europe d'ailleurs, ne sont pas des pays qui ont subi une forte immigration dans l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, notamment au XXe siècle, en France par exemple, une immigration italienne, une immigration polonaise, mais aussi algérienne aussi. Hein. Ah oui, alors, ça c'est autre chose, plus récemment. Mais l'immigration polonaise ou italienne, elle a existé et elle n'a posé évidemment aucun problème d'assimilation pour une raison simple, c'est que nous avons la même culture. Et la vérité, c'est que l'immigration peut être acceptée dans des proportions raisonnables lorsqu'il y a des convergences culturelles entre le peuple, entre ceux qui arrivent et le pays d'accueil. Mais quand il y a une fracture profonde, historique, culturelle, vous parlez d'assimilation, je comprends. Et religieuse, oui, d'accord. Eh bien, c'est rendu difficile, voire impossible. D'accord, mais vous niez pas que les Européens deviennent de plus en plus vieux. C'est une statistique absolument véritable. Et c'est pour ça que... Donc, est-ce que nous avons besoin d'immigration? En réalité, on a un choix, disons-le. Le choix de la Commission européenne, le choix de la gauche européenne, et souvent malheureusement de la fausse droite qui s'aligne sur les positions idéologiques de la gauche et qui est soumise idéologiquement et presque psychologiquement à la vision de la gauche, c'est de dire on a besoin de l'immigration parce qu'on a une natalité faible. Il y a un autre choix alternatif, c'est de dire, de défendre... Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a mis en place depuis quelques années... Mais même en France, la natalité n'est pas très basse. Alors, la France a une natalité qui artificiellement est un peu plus haute que ses voisins à cause de l'immigration. Parce qu'en réalité, nous sommes... bien sûr que les pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et dans une moindre mesure les pays des Balkans subissent l'immigration, mais eux, ce sont des pays de passage. Nous sommes le pays de destination. Et souvent, d'ailleurs, de l'immigration la moins bonne, puisque ce n'est pas l'immigration de travail. L'immigration de travail va en Allemagne. L'immigration de peuplement, qui vient peser sur les comptes publics et les comptes sociaux, vient en France. Mais cette immigration, parce que même au bout de 2 ou 3 générations, la natalité des populations immigrées est plus forte que la natalité française, eh bien, aboutit à maintenir artificiellement haute notre natalité. Mais en réalité, on sait à quel prix. Le prix, c'est l'insécurité qui gangrène notre pays, c'est les conséquences économiques et sociales. L'assimilation. Oui, en réalité, l'assimilation, elle n'est possible qu'en proportion raisonnable. Sinon, elle se fait dans l'autre sens. Vous avez des quartiers entiers en France, des villes entières même, où dans les écoles, vous avez 25 élèves, et sur 25 élèves, il n'y en a plus que 5 ou 6 qui sont des Français de souche, historiquement français. Eh bien, le résultat, c'est que l'assimilation, soit on a des confrontations et des heurts et des violences, soit eh bien, l'assimilation se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est les petits Français qui sont obligés de s'adapter à la culture arabo-musulmane. D'accord, Français de souche, donc ça veut dire quoi? Parce que si, par exemple, mes parents étaient italiens, et j'habite en France, mes parents sont nés en France, moi je suis né en France, je suis Français de souche ou pas? Ah non, vous êtes européen de souche incontestablement. Donc... Et nous avons une civilisation commune qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus en France et il y a eu des Français qui sont venus en Italie et ça n'a jamais posé évidemment aucun problème d'assimilation. Et pour être Français de souche, il faut avoir combien de générations? Ah non, mais Français de souche, c'est une définition. On peut considérer qu'au bout de plusieurs générations, on est Français de souche. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on a la France dans son histoire a très peu connu de vagues d'immigration. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous subissons depuis maintenant une 50aine d'années ou une 60aine d'années, c'est une immigration qui vient d'une autre civilisation. Et c'est cette immigration-là qui pose problème. Oui, je voulais juste... je comprends ce que vous voulez dire, mais laissez-moi insister, s'il vous plaît, parce que les définitions sont quand même importantes. Mais pour être français ou anglais de souche, vous avez dit que 2 générations, ce n'est pas suffisant. Donc, combien de générations? Quand je parle de peuple historique français ou de français de souche, ce n'est pas une définition académique. Il n'y a pas un critère précis. On peut considérer qu'on est français de souche quand on a fait souche en France. Quand on a fait souche, c'est-à-dire quand on est pleinement intégré à la nation, à tout point de vue, y compris sur le plan culturel, y compris sur le plan du mode de vie. Et c'est tout le problème de l'immigration que nous avons dans notre pays. Donc n'importe qui peut être français de souche s'il a de certaines idées.
D'abord, par l'attachement à la nation française, par l'amour de la France, mais ça va au-delà. C'est pas simplement une profession de foi. C'est d'abord pas simplement une carte d'identité. On voit aujourd'hui qu'on a des millions de gens à qui la France, par générosité, a donné la nationalité française de manière assez irresponsable d'ailleurs, hein, en naturalisant massivement, Oui. et qui aujourd'hui détestent la France, sincèrement. Et dès qu'ils en ont l'occasion de l'exprimer, ils le font. Mais être pleinement français, c'est pas seulement avoir la nationalité française, c'est même pas seulement aimer la France, c'est aussi avoir la conscience de ce qu'est la France, de son histoire, de sa culture, et avoir fait sienne cette histoire et cette culture, et avoir cette conscience civilisationnelle. C'est pour ça que dans la campagne européenne, si nous voulons que l'Europe ait un sens, elle ne peut pas s'appuyer sur des valeurs abstraites et théoriques. Elle ne peut pas s'appuyer sur 33 000 fonctionnaires à Bruxelles. Elle doit s'appuyer sur cette histoire et cette culture commune. Je comprends. Mais si je conforme à vos critères, je peux devenir français de souche, bien même sûr. moi. Oui, bien sûr. N'importe qui, peu importe mes parents, mes grands-parents. Oui, bien sûr, mais vous comprenez bien que derrière ce débat, il y a un débat culturel. Il est évident que le brassage au sein de l'Europe entre des peuples qui ont des différences mineures, mais un socle civilisationnel commun, se fait de manière très simple, sans provoquer aucun heurt, aucune brutalité, aucune violence. Ça n'est évidemment pas le cas lorsqu'on parle de peuples qui ne partagent pas notre socle civilisationnel. D'accord. Je veux passer à autre chose, s'il vous plaît. J'ai encore 2-3 questions. Que pensez-vous de Madame von der Leyen ? Est-ce qu'elle aura un deuxième mandat, à votre avis ? Écoutez, on va tout faire pour éviter qu'elle ait un deuxième mandat. Je pense beaucoup de mal de Madame von der Leyen. Je ne parle pas sur le plan personnel, je parle sur le plan politique. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 5 ans à la tête de la Commission européenne ? Elle a fait beaucoup de choses très néfastes pour l'Europe. Elle est un peu la fossoyeuse de l'Europe, parce qu'elle fragilise l'Europe, les nations européennes. Les 2 grands chantiers législatifs qu'elle a initiés, c'est le pacte migratoire et le pacte vert. Le pacte migratoire, ça consiste à organiser le grand remplacement dont je parlais tout à l'heure. On l'a voté, malheureusement, il est passé pour l'essentiel de ces textes il y a quelques jours au Parlement européen. Vous avez voté contre ? J'ai voté contre. J'ai voté pour les quelques rares mesures qui limitent les entrées ou qui facilitent les expulsions de clandestins. Mais j'ai voté contre toutes les mesures qui, en réalité, organisent l'arrivée de l'immigration avec une idée qui est erronée, l'idée qu'il faut organiser des voies légales d'immigration à la place de subir l'immigration illégale. D'accord. En réalité, l'immigration illégale et l'immigration légale ne s'annulent pas entre elles, elles se cumulent. Et l'immigration légale, le pacte migratoire va très loin puisqu'il donne des droits toujours plus importants qui sont autant d'appels d'air, autant d'incitations. Si on donne des droits aux migrants pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils aient accès... Je veux insister parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour vous, Madame von der Leyen, elle est responsable Oui, la politique de répartition, par exemple, qu'un scandale. Forcer les États européens à prendre des migrants et s'ils ne veulent pas, ils doivent payer 20 000 € à chaque fois qu'ils refusent un migrant. C'est absolument honteux et attentatoire, évidemment, à la liberté des nations. Mais le pacte vert, on voit bien, prétexte environnemental. Prétexte environnemental parce que beaucoup des dispositions et des contraintes et des normes infligées aux industriels, aux entreprises, aux agriculteurs ne sont pas réellement des mesures qui sont favorables à l'écologie, à l'environnement. En réalité, ce sont des prétextes pour imposer des contraintes toujours plus grandes alors qu'on est déjà les plus vertueux. On a que le continent européen ne représente que 6% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Donc, on s'inflige des normes toujours plus importantes. Ça ne réglera rien des dérèglements climatiques, où l'influence sera infime. Ça nous empêchera d'être compétitifs sur la scène mondiale. Elle fait un peu marche arrière sur la législation verte. Oui, mais parce qu'elle veut être réélue. Et parce qu'on est en campagne électorale. Et ensuite, si jamais elle était à nouveau 5 ans à la tête de la Commission européenne, elle accélérerait. Et on le sait très bien. Donc notre objectif... Est-ce qu'elle aura une majorité au Parlement on va tout faire pour l'empêcher. Et l'enjeu, il est là. Nous avons une réunion dans quelques jours de notre groupe ECR, du parti politique ECR, qui englobe tous nos partis nationaux. Et nous réfléchissons à la possibilité de présenter un candidat, un Spitzenkandidat, contre Ursula von der Leyen. Parce que nous avons un projet européen alternatif
contre un super État bruxellois, Oui. pour une Europe des nations, c'est pour ça des coopérations, Monsieur pour les Wolski, libertés économiques. Oh, on n'a pas encore évoqué qui pouvait être notre candidat, on en parlera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec Giorgia Meloni, avec tous nos alliés européens, et à la fois ceux qui sont déjà dans notre groupe aujourd'hui à Bruxelles et aussi tous ceux qui y seront à partir du 9 juin, nous pouvons porter une vision alternative de l'Europe. Et il est là l'enjeu. L'enjeu, on a d'un côté von der Leyen, soutenu par les socialistes et les macronistes, et malheureusement une partie de la fausse droite, qui défend le super-État bruxellois. On est dépassé le stade du fédéralisme. Ils veulent imposer à Bruxelles les décisions aux États en allant toujours plus loin dans les normes et les taxes, les ressources propres par exemple, c'est-à-dire un impôt européen qui s'ajoute aux impôts nationaux, et qui veulent aller toujours plus loin dans l'acceptation et l'organisation et la répartition des migrants. Et notre vision à nous, conservateurs et réformistes européens, on veut une Europe plus souple, plus pragmatique, respectueuse des nations. On protège nos frontières, on protège notre marché. D'accord. Et on restaure à l'intérieur du marché européen les grandes libertés individuelles et les grandes libertés économiques. Mais pas de Frexit, n'est plus au menu. Non, bien sûr. D'accord. Nous n'avons jamais défendu cette position. La guerre en Ukraine, quelle est votre position? Écoutez, je pense que quand il y a une guerre, d'abord, on peut toujours se demander si on a tout fait pour l'éviter. Et il y a sans doute eu des erreurs de commises. Et je pense que l'Union européenne et les chancelleries européennes n'ont pas toujours agi de manière efficace pour éviter la guerre. Mais une fois que l'on a dit ça, et puisque la Russie a attaqué l'Ukraine, puisque le droit international a été violé, et parce que l'attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine, évidemment, ça représente une menace pour les pays limitrophes de l'Ukraine en particulier, et d'une manière générale pour les pays européens. Nous devons être de manière très claire aux côtés des Ukrainiens. Et nous devons tout faire à la fois pour aider l'Ukraine et tout faire à la fois pour trouver le chemin de la désescalade et éviter que cette guerre ne dure longtemps. Parce que c'est ça aujourd'hui. Oui, et tout faire, ça veut dire envoyer peut-être des troupes ou pas? Je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là parce qu'on pourrait aboutir à un embrasement, à une escalade. Nous devons aider l'Ukraine à se défendre. Nous devons aider l'Ukraine aussi déjà à se reconstruire. Mais il faut aussi, parallèlement, trouver le chemin diplomatique. Je pense que des gens comme Joe Biden, par exemple, contribuent par leur attitude belliciste ou belliqueuse à ce genre de conflits mondiaux. Les démocrates américains ont souvent, d'ailleurs, sont souvent ceux qui font les guerres. Et à l'inverse, je pense que d'une personnalité comme Donald Trump, lorsqu'il était à la tête des États-Unis, eh bien, par une politique qu'on appelle isolationniste, pour résumer, eh bien, a plutôt poussé à la désescalade des conflits à travers le monde. D'accord. Et à une forme d'apaisement de la scène mondiale. Okay. Et donc, je pense que les pays européens ont leur rôle à jouer pour essayer de trouver le chemin de la désescalade entre la Russie et l'Ukraine, et que sans doute les États-Unis auront un rôle majeur. Et moi, je fais partie de ces conservateurs et patriotes en Europe qui attendent avec impatience les élections américaines. Et je pense que une victoire, une réélection de fait de Donald Trump pourrait être un des éléments qui aboutissent à une désescalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'accord, ok. Encore deux petites questions, s'il vous plaît. En ce qui concerne la liberté d'expression, est-ce que vous avez des problèmes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Par exemple, d'autres, même des parlementaires, ils sont presque, ils n'existent plus, même sur certains réseaux. C'est votre cas aussi? Non, c'est pas mon cas. Moi, j'utilise les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des canaux de communication privilégiés pour les responsables politiques et pas seulement, d'ailleurs, pour les entreprises, etc. Mais il y a un Vous n'avez pas souffert? Non, je n'ai pas souffert. Mais j'ai conscience qu'il y a là une menace. Une menace sur les libertés individuelles. À la fois, Internet d'une manière générale et les réseaux sociaux notamment sont un espace de liberté très important, un espace de communication et d'information très important, mais qui doit être protégé parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un risque de dérive, d'atteinte aux libertés. On l'a vu en France avec des projets de loi comme la loi Avia qui aboutissait à essayer de réduire les libertés numériques. Et puis, il y a un deuxième risque, c'est
en quelque sorte la privatisation des libertés publiques. Parce que lorsque c'est des grands opérateurs privés qui sont dans des positions de monopole ou de quasi-monopole, pour parler des GAFAM, qui ont la possibilité unilatéralement, sans contrôle légal a priori et sans contrôle judiciaire a posteriori, de restreindre les libertés, eh bien ça veut dire qu'on aboutit à ce que les grandes libertés publiques sont entre les mains d'intérêts privés, de sociétés privées. Et donc c'est l'un des enjeux et des défis des années à venir, faire en sorte que les grandes libertés, aujourd'hui elles s'expriment sous la forme numérique, ce n'était pas le cas autrefois, ça s'exprimait sous la forme des journaux papier, ça existe encore, hein, mais autrefois c'était l'un des principaux vecteurs. Eh bien il faut que les législations encadrent ces activités de telle sorte que les grandes libertés soient préservées. Aujourd'hui, on a un double problème, des pouvoirs publics qui tendent à restreindre les libertés et des opérateurs privés qui, parce qu'ils ne sont contraints par que très peu de décisions législatives, utilisent de manière arbitraire leur pouvoir pour attenter aux libertés individuelles. Et shadow banning, ça se dit comment en français? Shadow banning, c'est quand ta présence sur les réseaux est réduite. Oui, shadow banning, il y a une expression française. Des restrictions. Des restrictions, parce que j'ai eu d'autres politiciens de droite comme vous ici, ils ont dit non, quand on me cherche sur Twitter, X, on ne me trouve plus. Non, plusieurs, mais ce n'est pas votre cas. Non, mais vous savez, Pourquoi eux et pas vous? Je ne sais pas, peut-être que je m'exprime avec plus de prudence sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette menace existe. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je peux m'exprimer librement sur les réseaux sociaux, mais j'ai bien conscience que c'est peut-être une liberté qui est éphémère. Et que peut-être dans les années à venir, parce que une sensibilité patriote, conservatrice, déplaît à des opérateurs privés, nous ne pourrons plus nous exprimer. Donc ça nécessite encore une fois que les opérateurs privés, dès lors qu'ils agissent dans des domaines qui touchent aux libertés individuelles, ne puissent pas agir dans l'opacité et de manière arbitraire. Mais pour préciser, ni vous, ni vos collègues français n'ont été visés jusqu'à aujourd'hui, au moins. À ma connaissance, non. Ah, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être des différences de politique menées par les opérateurs des réseaux sociaux selon les pays. Oui, c'est peut-être ça. Dernière question, s'il vous plaît. Je pose la même question à tout le monde. Est-ce que ça existe, l'identité européenne? Oui, incontestablement. Nous sommes une civilisation. Ça ne veut pas dire que nous avons une uniformisation. Il n'y a qu'à voyager en Europe pour se rendre compte de la diversité, en réalité, des cultures, des traditions, de la littérature, de l'architecture, bien sûr. Et d'ailleurs, même dans des grands pays comme la France ou l'Italie, on voit des différences assez importantes entre la Bretagne et la Provence, entre le Piémont et la Sicile. Il y a évidemment des différences importantes. Mais ce sont des variations, en réalité, d'une même civilisation. Des variations culturelles qui sont plutôt la richesse, qui font la richesse et la grandeur de notre civilisation. Et la civilisation européenne, elle a cette particularité, en réalité, d'avoir été façonnée par à la fois une grande homogénéité de civilisation commune et en même temps des diversités culturelles. Moi, je suis élu en Normandie, une belle région française. Quand vous allez en Sicile, vous avez la trace du passage des Normands, et ça s'est traduit évidemment dans l'architecture, etc. Donc ça montre bien que bien avant l'intégration européenne, bien avant Erasmus et bien avant des coopérations renforcées économiques, etc., il y a eu déjà au sein du continent européen, de notre civilisation européenne, beaucoup d'échanges culturels, parfois des guerres, parfois brutaux, ça s'est pas toujours fait de manière pacifique, exactement, bien sûr, mais tout ça a façonné notre
notre civilisation commune, faite en effet de peuples qui ont leurs différences et de culture nationale et de culture provinciale. Et comment la définir, cette civilisation? Quelles sont les valeurs que nous avons en commun? C'est quoi? C'est la démocratie? On pourrait dire, mais ça pourrait faire l'objet d'un long débat, Ouais. mais on peut dire que le socle civilisationnel commun de nos nations européennes, qui ont parfois d'ailleurs beaucoup rayonné à travers le monde, qui ne se cantonnent pas toujours au seul continent européen sur le plan géographique, c'est finalement la raison grecque, la philosophie grecque. D'accord. Ensuite, le droit romain et la démocratie. Et après la chute de l'Empire romain, eh bien, c'est la chrétienté qui a embrassé en quelque sorte tout cet héritage et qui l'a développé. Avec nos alliés européens, nous étions il y a quelques semaines à Subiaco, c'est à une 50aine de kilomètres de Rome. C'est là où Saint Benoît a fondé l'ordre des Bénédictins. Et on voit bien que dès le 5e siècle, eh bien, l'ordre des bénédictins s'est développé partout en Europe. Et ce sont les grands monastères bénédictins qui étaient à la fois des lieux de foisonnement intellectuel, de richesse littéraire, artistique, des lieux de spiritualité, d'évangélisation et aussi de développement économique, le développement de notre agriculture, la polyculture par exemple, etc. C'était les monastères, alors, c'est plus le cas aujourd'hui, c'était une période aussi où il y avait un pouvoir spirituel et temporel qui était un peu imbriqué, mais ce qui est certain, c'est que la Grèce et la Rome antique, puis la chrétienté, et aussi, il faut le dire, des apports germains notamment, qui ont construit cette Europe. Il y a une civilisation européenne, il y a une unité européenne, mais au sein de cette unité européenne à laquelle on est attaché, il y a, c'est vrai, une vraie diversité culturelle, littéraire, architecturale, gastronomique, qui fait sans doute de la civilisation européenne la plus belle, la plus équilibrée aussi que la Terre est portée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la civilisation européenne, contrairement à la plupart des autres civilisations, moi je respecte toutes les civilisations, mais la civilisation européenne a comme particularité d'avoir rayonné à travers le monde de manière incroyable et souvent de manière assez pacifique, contrairement à ce qu'on a dit. Elle s'est installée, elle a rayonné. Bien sûr qu'il y a eu des confrontations, bien sûr qu'il y a eu des périodes de guerre, mais souvent d'ailleurs de manière pacifique. Et c'est ce qui fait aussi que nous avons gardé une voix singulière sur la scène mondiale qui est souvent attendue et qui n'est pas toujours entendue malheureusement. Nicolas Bay, merci encore une fois d'être venu. Merci à vous. Et merci d'avoir regardé. Thanks for watching. See you next time.